projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, partons à la découverte d'innovations qui façonnent l'avenir de l'Afrique à travers diverses initiatives. Voici le sommaire de votre magazine. Il révolutionne la mode masculine depuis Pointe-Noire en tant que fondateur de Liocru Style Design et promoteur de la Fashion Week Le Rimo, le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Ses créations élégantes transcendent les frontières, habillant des personnalités de renom à travers le monde. Lionel Ambroise est notre invité du jour. La mode représente pour moi beaucoup parce que je suis très passionné de la mode, du vêtement. Et Liocru aujourd'hui représente mon image, représente tout ce que je suis à travers le vêtement. Transformation durable, Chérif Dine Akedjou réinvente l'agriculture béninoise avec Fan Coco. Fan Coco a une dimension très variée dans la fabrication de ces objets avec les dérivés de noix de coco. Comment produire et consommer local tout en allégeant l'effet inflationniste de la guerre en Ukraine sur les produits alimentaires? Une association en République centrafricaine cherche la solution. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. Entrée dans l'univers créatif et durable de Fan Coco, cette start-up métamorphose les déchets de coco en une multitude d'objets esthétiques et fonctionnels. Des coupes à vin aux boucles d'oreilles, découvrez comment Fan Coco réinvente le recyclage pour un mode de vie plus écologique et tendance. Notre journaliste Aïdasso Eloge s'est rendu à Cotonou pour nous partager ce reportage passionnant. Fan Coco a une dimension très variée dans la fabrication de ces objets avec les dérivés de noix de coco. Dame Annie Randolph, promoteur d'une galerie, travaille avec de nombreux artisans dont Fan Coco. Fan Coco est une start-up qui valorise les déchets issus de coco en les transformant en des produits de décoration et en des objets utiles dans la vie quotidienne. Des coupes à vin, des tasses à boire, des porte-savons, des porte-stylos, des abat-jours, des boucles d'oreilles, des boutons, la liste est longue. La valorisation de ces déchets commence par l'opération dite de tri. On doit faire le tri tout simplement parce que on doit enlever les déchets qui sont dedans. Et non seulement ça, on fait le tri en fonction de l'article qu'on veut produire. Le travail se poursuit à l'atelier jusqu'à obtenir les produits finis. Pour le promoteur, en se lançant dans la valorisation de ces déchets, son objectif est de contribuer à la protection de l'environnement. Les coques de noix de coco généralement font 12 années dans la nature avant de se dégrader. Et donc chaque fois quand on les jette dans la nature, elles sont tellement résistantes que en saison pluvieuse, elles constituent des réceptacles d'eau de pluie dans lesquels les moustiques se multiplient facilement. Donc nous participons aussi à la lutte contre le changement climatique. Parce que chaque fois que les ménages achètent cette tasse à boire chez nous en remplacement des gobelets en plastique, c'est que nous limitons la production des gobelets en plastique. Et donc, non seulement on limite la production des gobelets en plastique, mais on limite aussi l'émission de CO2 au niveau des entreprises là, qui fabriquent ces emballages en plastique. Et aussi, on limite aussi les déchets de plastique dans la nature. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie au Bénin, il s'enregistre au cours d'une année agricole environ 100 000 tonnes de déchets issus des activités de noix de coco. Il s'agit surtout des cocos qui sont consommés et dont les résidus sont rejetés dans la nature. Aujourd'hui, cela constitue un véritable problème pour les grandes villes comme Cotonou, Ouidah et Sémékodi. Cette valorisation des déchets de coco contribue, d'après les environnementalistes, à la sauvegarde du cadre de vie. Ces déchets, ça pouvait aller dégrader le paysage, ça pourrait aller polluer l'air, ça pourrait aller polluer les eaux, le sol, ainsi de suite. Mais lorsqu'on récupère ces coques pour en faire des objets d'art de tout genre, je crois que c'est une bonne chose. Toute une chaîne de valeur se met en place autour de cette activité de valorisation des déchets de coco. Cela implique la création d'emplois et des opportunités d'affaires. Ça produit de la valeur ajoutée forcément, de gagner un plus-value au niveau donc, du portefeuille
et aussi d'accroître les revenus des foyers, des ménages, pouvant permettre donc de lutter contre le chômage ambiant dans ces villes-là. Quand nous voyons la chaîne de valeur, comme je parlais de chaîne de valeur, vous voyez, à l'origine, le vendeur primaire de la noix de coco peut vendre ça peut-être à 75-100 francs, celui qui est le vendeur primaire, mais l'intermédiaire qui vient exposer pour pouvoir vendre ça au preneur. Donc vous voyez, lui, il peut aller maximum 200-250. Lorsque vous voyez maintenant le produit final de récupération, c'est des matériels qui coûtent cher. Donc c'est largement supérieur au coût primaire de la noix de coco. Ça participe aussi à la création de l'économie circulaire parce que, comme on l'a dit, les déchets ne sont plus jetés, sont plutôt récupérés pour être remis, n'est-ce pas, dans le circuit ou pour avoir une seconde vie. Compte tenu des multiples avantages qu'offre l'activité de valorisation des déchets de coco, l'État doit pouvoir créer l'environnement nécessaire à la consolidation de cette chaîne de valeur. L'État, je l'ai dit tantôt, est en train de mener une politique pouvant permettre aujourd'hui de verdoyer donc nos côtes et cette activité permettra donc de créer plus de déchets de coco et donc plus de matières premières à ces industries, tant locales ou bien ces industries modernes-là. Donc l'État en amont travaille. Alors en aval, l'État doit pouvoir donc accompagner également ces promoteurs-là à travers donc la promotion de leurs produits, à travers la valorisation de leurs produits, en mettant sur pied le cadre commercial qu'il faut. En attendant que tout cela se mette véritablement en place, FanCoco diversifie sa clientèle composée de ménages, des entreprises, des hôtels, des touristes. Il y a cette confiance-là qui se crée et qui est née et qui s'entretient entre FanCoco et les consommateurs de nos produits. C'est ce qu'attestent certains clients de FanCoco. Les boutons sont fabriqués par FanCoco. Mes clients sont très très satisfaits parce que quand je leur propose le produit, je mets l'accent quand même sur le travail qui est fait dessus. Je mets l'accent également sur les accessoires, notamment les boutons de FanCoco. Et je pense que je lis en eux la fierté de porter cette chemise qui est made in Bénin, totalement made in Bénin. FanCoco est porteur d'avenir. Quand les visiteurs viennent, c'est ce qui les attire d'abord. Parce que c'est un produit qui a été travaillé, qui a été façonné. C'est admirable, c'est à encourager. L'activité de valorisation des déchets de coco donne non seulement à ces derniers une seconde vie, mais crée aussi une chaîne de valeur avec de multiples avantages au plan environnemental, social et économique. C'est le génie créatif qui réinvente la mode masculine en Afrique. Installé à Pointe-Noire, notre invité est bien plus qu'un styliste. Il est un visionnaire, un pionnier de l'élégance moderne. À travers sa marque emblématique, Liocruste Style Design, il façonne l'esthétique contemporaine avec des créations qui allient sophistication et innovation. De la scène locale aux défilés internationaux, plongez dans l'univers captivant de ce maître de la mode africaine. Monsieur Liocruste, vous êtes un styliste d'origine congolaise et nigériane, promoteur de la Fashion Week, le RIMO, rendez-vous de l'innovation de la mode. D'où vous est venue cette passion pour la mode? Depuis tout petit, je suis nourri par cette passion. Je me rappelle encore, j'étais à l'école maternelle où j'ai fait mon tout premier défilé de mode en présence de ma mère, d'où je devrais accueillir la promotrice, sinon la directrice de l'école avec une gerbe de fleurs. Et de là est partie cette envie de vouloir être mannequin, de vouloir être styliste. Et à la maison, je bricolais un peu avec les aiguilles, mes vêtements qui n'allaient plus. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'étais en quelque sorte dans l'art à l'école, mais le théâtre, dans l'événementiel, dans l'organisation des émulations. Et au fur et à mesure également, je suis arrivé au lycée et j'ai commencé à vraiment m'intéresser par le mannequinat.
Et ensuite, après le mannequinat, j'ai essayé un peu de faire le mannequinat photo. Et je me suis lancé dans le vêtement, donc la mode vestimentaire. Et aujourd'hui, je deviens styliste. Après mes études, après une licence en droit, je deviens un styliste, créateur de mode et promoteur d'une fashion week. Et je peux dire que je suis en train de peut-être réaliser mes rêves. Vous êtes le visage caché derrière la marque de vêtements Liocruz Style Design. Que représente cette marque pour vous? Alors, Liocruz Style Design représente mon univers. Mon univers, la mode représente pour moi parce que je suis très passionné de la mode, du vêtement. Et Liocruz aujourd'hui représente mon image, représente tout ce que je suis à travers le vêtement. Et je l'exprime à travers mes créativités. Pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser uniquement sur les vêtements d'homme? Bon, à la base, je me disais, bon, je suis un homme, je crée d'abord des vêtements. Avant, je créais des vêtements pour moi-même parce que j'aimais bien mettre ce que je voulais en fait et non ce que d'autres personnes faisaient. Alors, je me suis mis à dessiner des vêtements et à les concevoir. Étant autodidacte, donc Liocruz pour moi, c'est moi quoi, c'est tout moi. Et les vêtements pour hommes, et ça vient de moi également. Les vêtements pour hommes viennent de moi. Et je me dis, bah, pourquoi ne pas utiliser d'autres hommes? Parce qu'on rencontre plus de stylistes femmes que de stylistes hommes au pays, ici au Congo. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me focaliser sur les vêtements hommes? Avez-vous été déjà abordé par des dames qui souhaitent que vous vous penchiez un peu sur les tenues de femmes? Si oui, comment réagissez-vous? Bien sûr que j'ai été abordé par plusieurs femmes. Bon, jusqu'aujourd'hui, il y a des amis qui me demandent toujours même, ah, mais pourquoi tu ne fais pas des vêtements pour femmes et tout? Je me dis, bon, les femmes sont un peu chiches, c'est connu de tous, les femmes sont un peu chiches, et moi, vraiment, faire des vêtements femmes, ça me prend déjà assez de temps, et ça me fatigue un peu et tout. Et avec les clients femmes, il faut débattre et tout. Après, il y a un moment, je me dis, bah, pourquoi ne pas lancer quelques pièces pour femmes afin qu'elles se sentent un peu aisées, qu'elles essaient un peu de voir que je ne veux pas toujours les mettre à l'écart. Et de temps à autre, je fais quelques pièces pour femmes. Tel où vous voyez une pièce pour femmes. C'est une robe pour une nouvelle collection que je vais lancer très bientôt. Bonjour Arlanda Roukoun. Bonjour. Le verdissement des villes est l'un de vos champs d'action. Dites-nous pourquoi. Bien sûr. Alors, il faut savoir que d'ici 2050, 70% de la population terrestre habitera en ville. Et dans ce contexte-là, il est important de préserver les enjeux écologiques des territoires. Et donc, le verdissement permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains et contre les inondations, par exemple. Sur le volet social, il permet aussi de rapprocher le champ et l'assiette en développant l'agriculture urbaine. Et sur le volet économique, une ville qui résiste au changement climatique est une ville qui est plus attractive et donc qui peut engranger plus de financement. Est-ce que vous auriez un exemple concret? Bien sûr. La ville de Cotonou, par exemple, qui est une ville côtière dans laquelle nous développons un programme de verdissement participatif en restaurant les espaces de mangrove pour lutter contre l'érosion côtière et aussi les inondations. Ce travail permet d'une manière de préserver l'enjeu écologique de la ville, mais aussi de former les jeunes populations pour leur permettre de participer au verdissement de leur territoire et d'être rémunérés contre ce travail-là. Donc c'est d'une pierre deux coups, un enjeu écologique, un enjeu de renforcement de capacité des jeunes et de développement économique. Merci Arlanda Roukoun. Je vous en prie. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
La situation en Ukraine impacte toujours les prix des matières premières agricoles. En République centrafricaine, les importations de blé s'élèvent à près de 17 milliards de francs CFA par an. Pour réduire les coûts, une alternative consiste à substituer une partie du blé par de la farine de maïs ou de haricots dans la production alimentaire. Mais comment renforcer la production locale et encourager la consommation locale? Notre correspondant à Bangui, Bertrand Midagaimas, nous emmène à la découverte de l'association Yetikodro qui promeut les produits du terroir centrafricain. Découvrez cette initiative. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges. Ces kossé sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Il ne coûte que 25 francs CFA et il est consommé par tous, petits et grands, écoliers comme des travailleurs. Consistant et bourratif, le kossé sert de soubassement matinal. Il rencontre un grand succès auprès des consommateurs, tant nationaux qu'expatriés. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Activons le feu pour que le riz et le haricot soient prêts et bientôt les élèves vont sortir et ils doivent manger. Parfumé et doré, le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yetikodro, littéralement traduit, les choses du pays. Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien, la mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. On assiste depuis plusieurs semaines à une flambée croissante des prix des denrées de première nécessité sur le marché et ces denrées qui sont essentiellement importées malheureusement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous pénalise. Le sac de farine que nous prenions chez le grossiste à 30 000 francs CFA est devenu 40 000. Nous sommes obligés de revendre en détail à 1000 francs CFA 1 kg de farine qui se vendait à 750 francs CFA. C'est fort. Les commerçants ont le regard tourné vers les autorités de la République centrafricaine et ils s'interrogent surtout pour la situation du pays, connu pour son alliance avec Moscou. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel pour proposer des actions pouvant éviter l'asphyxie de notre pays. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Très impliqué dans le développement du pays, Yetikodro ne se limite pas aux produits alimentaires du terroir.
En 2021, elle a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, destiné à encourager les associations porteuses d'innovation. Et l'une de ces initiatives a été la mise en place d'un atelier appelé Kaina, dans lequel des artisans et jeunes qui ont des connaissances en couture peuvent venir travailler sur des machines mises à leur disposition, échanger et demander conseil à d'autres couturières expérimentés. Le nom Kaina Couture veut dire partager. Ça, c'est en patois. Partager quoi? C'est partager l'expérience entre les couturiers. Maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui travaillent là de lundi au vendredi. En tant que marketeur, je n'étais pas venue à Yetikhodro comme couturière, mais comme agent de marketing. C'est petit à petit au sein de Kaina que je me suis intéressée à la couture en apprenant à tricoter auprès de mes sœurs de l'atelier Kaina. Présente à Bangui et dans les sous-préfectures de Pawa au nord-ouest et Bria au centre-est de la République centrafricaine, Yetikhodro démontre chaque jour que malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, les solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels. Et nous retrouvons notre invité Lionel Ambroise dans la suite de cet entretien. Le styliste congolais nous livre ses expériences, ses projets et ses réflexions sur la mode en Afrique. Regardez. Vous êtes aussi promoteur et directeur artistique de la Fashion Week Le Rimo, le rendez-vous de l'innovation de la mode au Congo. Comment le Rimo est né? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette Fashion Week? Le Rimo est né d'une idée de vouloir créer quelque chose de grandiose pour notre pays. Je l'ai créé parce que je constatais que nous n'avons pas assez de Fashion Week au Congo. On en a à peine 2 ou 3 par là, Carrousel, International de la mode, la Fashion Week de Brazza et d'autres dont j'ai peut-être oublié le nom. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer un autre événement qui sera un peu international également, comme d'autres, et mettre en lumière les acteurs du monde congolais, leur savoir-faire, mettre en lumière ce que je fais, mettre en lumière les jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie de la mode congolaise. Du coup, je me suis dit, je vais créer un événement autour duquel les acteurs vont s'appuyer sur le plan national déjà, afin de grandir leur art. Et d'où m'est venue l'idée de concevoir un Rimo, un projet que j'ai élaboré depuis 2019. Et depuis 2021, le Rimo a pris jour et aujourd'hui nous sommes à notre 2e édition. Bientôt nous entamons la 3e édition. Qu'attendez-vous du Rimo? Alors, ce que j'attends du Rimo, c'est une portée grandiose, une portée internationale. Je vois le Rimo dans 5, 6 ans ou 7 ans comme un événement qui accueillera des célébrités internationales, mettre en avant sur le plan, pas seulement le plan de la mode, mais le plan de l'entrepreneuriat, du tourisme, le Congo-Brazzaville. Et le Rimo, pour moi, je pense que dans 10 ans, sera connu et vu de tous. Vous appuyez généralement des hommes politiques, chefs d'entreprise, artistes et autres. Quelle personnalité à laquelle vous ne vous y attendez pas vous a sollicité pour l'habiller et comment ça s'est passé? Alors, cette personnalité dont je ne m'y attendais pas a été une personne politique, un député de ma circonscription. Et c'était lors des meetings passés, il était venu chez moi à la maison parce que vu que mon père il est un peu dans ces histoires de politique, mon père a essayé de, en passant, mon père a essayé de m'interpeller. Il m'a présenté auprès du monsieur. Ah voilà,
mon fils, il est juriste de base. Et après, voilà, il s'est lancé dernièrement dans la mode parce que, voilà, c'était son domaine, il était très passionné et tout. Ah, je me suis dit, bah, je voudrais bien essayer de mettre ce que vous faites. Et j'étais surpris. Je me suis dit, waouh. Donc, finalement, je vais habiller une personnalité technique, composition et tout. Et j'étais très content, j'étais très ému. Et quelques jours après, vu qu'il avait pris mon contact, quelques jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, bah, Léopus, je vais passer chez toi dans ton showroom pour que tu me prennes des mesures et que tu me fasses une belle tenue sur mesure. Et puis là, il est venu le jour d'après, il est arrivé, il était très sympa. Je lui ai pris des mesures et voilà, j'ai confectionné sa tenue et voilà, il est arrivé, il a récupéré sa tenue une semaine après. Que pensez-vous de l'environnement de la mode au Congo? Alors, l'environnement de la mode au Congo est en parfaite évolution, c'est-à-dire que avec l'arrivée des réseaux sociaux, les Congolais, l'industrie de la mode est en train de faire son chemin. Et beaucoup de créateurs ou encore beaucoup des acteurs qui évoluent autour de cette industrie sont en train de faire des efforts, d'aller de l'avant, avoir de nouvelles visions. Et je pense que c'est déjà bien parce qu'avant, on ne considérait pas vraiment le Congo avec des créateurs. Bien sûr que nous avons eu auparavant, mais on ne considérait pas déjà sur le plan international, on ne voyait pas vraiment le Congo. Et aujourd'hui, nous avons des créateurs qui arrivent à aller de l'avant, à prendre leurs vols, à aller faire des défilés ailleurs. Et pour moi, c'est déjà une parfaite évolution. Vous avez participé à plusieurs défilés et salons de la mode, tant au niveau national qu'international. J'ai beaucoup appris de comment déjà organiser un événement de mode. J'ai déjà appris comment mettre en lumière la mode congolaise. J'ai participé à plusieurs défilés au Congo-Brazzaville, déjà notamment le Carrousel international de la mode, d'où je suis sorti. La FDMX, la foire des métiers de mode. Beaucoup. Le Bisso Nabisso, beaucoup d'événements. Et au niveau de l'international, j'ai participé au Salon international de textile, le CITA, à Lomé. Et ensuite, j'ai participé au grand festival de mode togolaise, le FIMO 228. Et ça a été vraiment des expériences bénéfiques pour moi parce que j'ai appris également ce que les autres faisaient dans les coulisses, dans les backstage, comment ça s'organisait, les enjeux d'un événement de mode. Et ça m'a vraiment conscientisé. De là, j'ai appris beaucoup de choses. Quels sont vos projets? Alors, mes projets à l'avenir, c'est d'avoir une grande structure de mode, une école de mode, d'où j'aimerais bien former et faire ressortir d'autres créateurs de mode. Ensuite, faire grandir la marque Lyocruz Style Design sur le plan international. Et ensuite, s'il faut dire enfin, faire du Rimo l'un des plus grands événements de mode en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. C'est ça, c'est cela mes projets à l'avenir. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Lionel Ambroise ainsi que nos émissions sur notre site africaona.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.